Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous allez me retrouver dans ce cadre comme l'année dernière assez fréquemment. Il y a ma cheminée derrière moi qui a l'air de revivre. Voilà, j'avais pas réussi à démarrer le feu a priori. Johnny a entendu mon appel et je vais pouvoir enfin me réchauffer. Nous sommes le 1er novembre quand je tourne cette vidéo. Les lectures que je vais vous présenter sont un petit peu dans l'ambiance d'Halloween. Et je vais vous présenter donc les deux lectures un petit peu horrifiques et ensuite un essai sur un auteur extrêmement connu de l'imaginaire. Je parle de Terry Pratchett et on commence tout de suite. On se retrouve samedi en dédicace à la librairie La Croisée des Mondes à Paris, donc le 5 novembre. C'est je crois de 15h30 à 19h30. Je vous mets la fiche de toute manière ici. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas passer à la librairie ce jour-ci et que vous voulez quand même les ouvrages et notamment dédicacés, n'hésitez pas à prévenir la librairie pour qu'ils mettent des livres de côté pour vous. On vous les dédicacera et on vous les mettra de côté pour le coup. Je vous propose de commencer par l'essai tout de suite, comme ça sera fait et j'avais pas vraiment envie de vous en parler pour une seule et unique raison, c'est que ça n'a pas du tout été une réussite pour moi et en même temps j'ai tellement envie de soutenir ce genre de projet parce que je trouve ça hyper positif qu'en France on fasse enfin de la recherche sur cet auteur et que malheureusement le livre en fait je ne sais pas à qui il s'adresse. À part la partie biographique, j'ai pas trop compris l'intérêt de l'essai, donc je vous présente l'œuvre de Terry Pratchett, Un ailleurs d'où aller voir le monde, donc chez les éditions Third. Donc c'est un essai donc qui parle de ce grand auteur dont j'ai lu quasiment toute l'œuvre des Annales du Disque Monde et quelques petits textes à côté, et surtout c'est un de mes auteurs préférés de ces dernières années et j'avais vraiment très hâte. Le travail éditorial est très beau, j'aime beaucoup le travail sur la couverture, même si c'est loin d'être dans les ambiances des Kid Bee, on est sur quelque chose qui retranscrit bien l'univers. Hein. Donc l'auteur, on retrouve la mort, on a des sorciers célèbres, on voit les sorcières. Je n'arrive plus du tout à réfléchir en ce moment vu la fatigue. Lui c'est l'espèce de maire dans la ville du Guet, je n'ai plus son nom, l'intendant qui a un nom un peu italien. Mais on voit que voilà, là il y a les loups donc qui sont à Umberworld. Il y a vraiment énormément de références, donc elle est très belle. Moi je trouve qu'esthétiquement elle est très jolie. Le texte en soi à l'intérieur n'est pas vraiment illustré, mais la mise en page est simple mais efficace. On est sur un essai mais voilà, c'est écrit ni trop petit ni trop gros. Le papier est de très belle qualité. C'est imprimé en Union Européenne, donc en général quand c'est imprimé en Union Européenne et qu'on ne donne pas le pays, c'est que c'est pas l'Union Européenne dont les éditeurs aiment se vanter. Voilà, je vous le dis simplement parce qu'on m'a déjà fait la remarque en disant ouais c'est en UE, l'UE c'est grand, ouais c'est grand et malheureusement ça, je pense que je ferai une vidéo un jour sur l'imprimerie. Cet ouvrage de Aude Federspiel, j'espère que j'écorche pas son prénom, c'est un ouvrage, donc un essai qui est vu pour être accessible pour le grand public, qui va se découper on va dire en 4 parties. On va avoir une première partie qui est bibliographique, on va avoir une partie qui est vraiment centrée sur le Disque Monde, une partie qui est centrée sur ses autres œuvres et une partie qui est plus un texte critique. Le livre il est assez inégal et j'ai pas envie que ça en ressorte de mon discours que je critique l'autrice et tout ça. Là c'est simplement que j'ai pas apprécié le travail, mais j'apprécie le fait qu'on propose ce genre de choses et je trouve ça super chouette, je le répète, qu'on ait enfin un essai sur le sujet. Tout ce qui est partie bibliographique, c'est pour moi donc c'est l'homme avec un chapeau, parce que Pratchett c'était un peu sa marque de fabrique, et pour moi ce qui est le plus intéressant, on voit que c'est fouillé, c'est écrit assez simplement donc ça se lit très bien. On a donc parcours de l'enfance jusqu'au décès de Pratchett qui est très important parce que Pratchett est mort d'une façon un peu horrible. En même temps c'est quelque chose qui a du sens. Super de voir un peu dans quel contexte socio-culturel Pratchett a grandi, voilà ses études et tout ça. Vraiment le côté, son rapport à son univers, donc comment il écrivait, son rapport avec son éditeur, moi c'est ce qui m'a vraiment plu et on voit que Pratchett ça m'a choqué le nombre de livres qu'il écrivait par an. J'étais en mode waouh, l'enchaînement entre les dédicaces, l'écriture des livres et tout. Bon c'est après J.K. Rowling, avant en fait qu'Harry Potter sorte, c'était l'auteur le plus vendu en Angleterre, donc là on doit être sur le deuxième auteur d'imaginaire le plus vendu en Angleterre, donc c'est pas un petit joueur pour le coup, mais c'est hyper impressionnant de voir ça, voir son rythme, voir le rôle de sa femme et tout ça, et toute la fin de vie de Pratchett. Donc quand il a appris sa maladie, Pratchett a eu un Alzheimer qui est un Alzheimer précoce. Malheureusement, Alzheimer, comme c'est le cas aussi en France, hein, mais on traite un peu du sujet en Angleterre, c'est une maladie qui est terrible, mais surtout qui est prise en charge, je crois,
c'est à partir de 65 ans. En fait, t'as le droit de rentrer dans des EHPAD ou dans des centres comme ça en France à partir d'un certain âge, et c'était aussi le cas en Angleterre. Et Pratchett était trop jeune pour bénéficier même des soins, c'est-à-dire qu'il y a plein de médecins qui ont refusé de le soigner. Alors c'était horrible, à la lecture j'ai fait mon Dieu, qui ont refusé de le soigner parce qu'en fait il ne gère pas ses cas. Et Pratchett a donc décidé, parce que c'était une maladie qui était déjà présente quand il a écrit, et ça se voit un peu hein, dans les derniers tomes, il a décidé de faire le choix de mourir par ses propres moyens. Donc il y a le S assisté, il y a des mots que je peux pas dire sur YouTube malheureusement. On parle un petit peu de ça et du reportage qui a été fait par la BBC à l'époque. Donc Pratchett, au-delà de l'auteur, c'est quelqu'un qui a une vie assez riche en termes d'édition, et voilà, c'est assez chouette de voir un peu tout son travail et tout ça. Dans la deuxième partie, si je me souviens bien, on traite particulièrement du Disque Monde, donc on va un peu expliquer l'ordre, voilà, de publication, machin, les titres, comment c'est, Tiffen Patrak, voilà, plein de textes. Et aussi, on va mettre en avant son travail sur d'autres textes, hein, parce que Pratchett, c'est pas l'auteur que du Disque Monde. Il était notamment connu, il a eu beaucoup de prix pour ses livres pour enfants qu'il a écrits. Il y a notamment le livre avec le Grand Livre des Gnomes, et il y a toute une série, je crois que c'est avec Ted Baker, je crois qu'il il a écrit une autre série qui est un peu une série de science-fiction avec un autre auteur. Donc voilà, on parle un petit peu de tout ça, dans quel contexte ça a été fait. Et donc la dernière partie, qui est la partie, on va dire, critique, c'est là où je vais être un peu plus nuancée et que je vais être un peu plus piquante, parce que sincèrement, je lisais le livre et je me dis à quoi ça sert que je lise. Ça ne m'apporte absolument rien. C'est-à-dire que si tu as lu, sincèrement, l'œuvre de Terry Pratchett, les Annales du Disque Monde, on va dire vraiment le truc de base, toute l'appareil critique a un cerveau un minimum développé. Je pense que tout être humain est capable de dire et de faire la conclusion que Pratchett écrivait des textes antiracistes, antisexistes, voilà, que c'était un homme qui était très engagé sur certaines questions, mais parce que les textes, je veux dire, l'outil critique, en fait, il nous relève des évidences. Et j'étais en mode, mais soit prendre le lecteur pour un con. J'avais l'impression vraiment qu'on prenait le lecteur pour un con. Et le problème, c'est que pour les gens qui avaient lu les Annales du Disque Monde, ça paraissait évident et pas intéressant. J'avais l'impression de relire des résumés de livres comme ça. Je trouvais que c'était très lourd à la lecture. Et en même temps, si c'était un livre qui n'était pas destiné pour les fans, ce qui est bizarre parce qu'en général on fait plutôt un livre qui est destiné pour les fans, alors soit les fans ils vont se faire chier, ils vont se dire on m'a pris pour un con, soit la personne qui débute va se dire bah on est en train de me spoiler absolument tous les livres. Quand il présente les livres des Annales du Disque Monde, il te présente toute la trame et je suis en mode ok, alors moi j'ai pas encore lu le cycle de Tiffen Patrak, bah j'ai pas lu ça parce que je me dis mais vous êtes en train de me spoiler Tiffen Patrak, donc à qui ça s'adresse? À des lecteurs qui ont tout lu, mais on va leur répéter 15 fois la même chose, on va leur dire des évidences, on va être insatisfait sur l'outil critique vraiment du texte, ou à des novices, et là on va vraiment leur gâcher tout le plaisir de lecture. Sincèrement, Pratchett, ça fait aussi... je veux dire, les Annales du Disque Monde, même si ce sont des tomes qui sont indépendants, c'est une histoire qui secoue les unes entre les autres et qui développe plein de thématiques. Mais vous allez pas me dire que le fait que Pratchett ait choisi de faire une naine, alors dans un monde de nains qui décide de mettre une robe, il n'y a pas un message caché derrière. Vous allez pas me dire que Umberworld, c'est pas une critique du racisme, voilà, du genre qu'il faut apprécier même les gens qui sont différents de nous et tout. Mais c'est des choses évidentes. Je veux dire, quand vous lisez, à moins que ça soit des lecteurs qui soient du genre dans une lecture totalement passive, mais Pratchett fait que par le jeu de mots, par la richesse du texte, tu peux pas lire Pratchett en éteignant ton cerveau, voilà. Donc j'étais un peu en mode, bah je comprends pas. Alors, soit on fait une biographie, voilà, mais toute la moitié de l'ouvrage, j'ai trouvé ça assez ennuyant à lire, ça m'a vraiment rien apporté, et j'ai l'impression d'être pris un peu pour un concon. Et je me suis dit, je savais pas du tout, même, tu vois, je me suis placée des fois, c'est ce que je fais dans les chroniques, j'essaye de me placer vis-à-vis de l'éditeur, en me disant à qui j'adresse ce livre. Et là, en ayant lu le livre, moi je sais pas à qui on l'adresse. Donc voilà, je vous conseille quand même, si vous êtes un amateur de Pratchett, parce que voilà, ça fait partie de la collection, vous allez peut-être apprendre des choses sur sa biographie qui est super, mais si vous cherchiez comme moi un outil critique, quand moi je lis un essai, je lis pour apprendre des choses, je lis pas pour qu'on me rabâche des choses. J'ai quand même lu beaucoup d'essais sur le Seigneur des Anneaux et tout, et à chaque fois j'apprends des trucs. Et là, bah sincèrement, toutes les
toutes les thèses qui étaient annoncées, je me dis mais ça, il n'y avait pas besoin de faire 20 ans de recherche pour aboutir à ça. Tu le lis une fois, le texte t'as compris. Voilà, donc je sais pas si c'est moi qui ai une lecture hyper analytique de mes textes, ce qui est possible parce que quand on fait des études de lettres, on nous demande de ça, mais je pense sincèrement, et je le vois dans vos commentaires quand j'ai fait la vidéo sur Pratchett et tout, on voit que les gens, ils sont capables de se faire ces comptes rendus là tout seuls, donc j'étais en mode, bon, voilà. Donc je sais pas si je dois vous le recommander ou pas, je vais vous le recommander simplement pour l'effort éditorial qui a été fait. Il faut faire plus de livres sur Pratchett parce que moi ça me fend le cœur que Pratchett en France, je parle bien, soit un petit peu déclassifié. C'est-à-dire, Pratchett, c'est un auteur extrêmement important de l'imaginaire. Hein. Je pense qu'il est dans le top 10 des auteurs les plus importants d'imaginaire. Quand ils vous disent le nombre de prix, le nombre de bouquins vendus, comment ça a été aux États-Unis, la folie et tout, et que pour avoir parlé avec plusieurs lecteurs d'imaginaire, souvent les gens n'ont pas lu Pratchett. Donc déjà, je vous conseille le texte de Pratchett et ne vous arrêtez pas au premier texte des Annales du Disque Monde. Je vous mets ma vidéo, j'ai fait une vidéo complète sur les Annales du Disque Monde. Chez La Talente, notamment, ils font du très beau travail sur des illustrés et tout ça. Donc vraiment... J'ai aimé aussi tout le travail qui a été fait sur il parle un peu de la traduction et surtout sur les couvertures où même moi je m'étais méprise, c'est-à-dire que il y a Kid Bee, il y en a deux où genre ils ont des noms qui sont assez ressemblants mais il y a plusieurs illustrateurs. Ensuite, je vais parler de celui que j'ai peut-être préféré à la fin. Je vais vous parler du petit livre d'Halloween. Halloween, alors là on est sur Dracula. On est sur Dracula qui a sorti ses petites canines. Non, on est sur une réinterprétation de Dracula qui m'a surprise. C'est-à-dire que cette collection chez Brajlon, je l'ai lis mais c'est vraiment pour moi la collection pas prise de tête où ça touche mon cœur de fan de ce type de littérature qui se dit on va réinterpréter le truc. C'est pas le même auteur, c'est Lovegrove je crois que d'habitude qui avait... Voilà, c'est James Lovegrove qui avait fait un peu les Sherlock. Là on est sur Sherlock Holmes et la trahison sanglante, donc le dossier Dracula. Mais contre toute attente, je lis très peu les quatrièmes de couverture, j'avais juste vu qu'il y avait un truc Sherlock Holmes, je me suis dit je vais le prendre. J'étais très surprise par le parti pris. On est en fait sur... c'est un livre, sincèrement, il faut que vous ayez lu Dracula. Si vous l'avez pas lu, je pense que vous allez pas comprendre la moitié du bouquin, sincèrement. Alors, on est en fait sur l'histoire où le Dracula a été assassiné. Nathan, je crois qu'il s'appelle le personnage... qui arrive chez Dracula. Et on va avoir tous ces personnages qui sont très connus de la littérature et en fait en parallèle du meurtre de Dracula, il y a la jeune Lucie, donc qui est aussi présente dans le texte de base, qu'on retrouve décédée. Et un certain professeur Van Helsing qui s'attribue les mérites en fait en disant qu'il a sauvé le monde de ce vampire qui a voulu séduire les jeunes filles. Sherlock Holmes va être un peu embauché ou du moins va être lié à cette affaire et il va surtout se rendre compte que le Dracula dans l'histoire c'est peut-être pas un vampire et surtout il a l'air de s'être bien fait avoir par des personnes qui sont liées à cette histoire et qui ont essayé de lui faire à l'envers. Et qu'en est-il de cette jeune Lucie dans cette histoire? Ce qui est très intéressant, c'est... Voilà, vous vous doutez bien qu'il y a vraiment un renversement de lecture dans Dracula qui était très très chouette. Le côté complot était bien travaillé, beaucoup plus que d'habitude chez Lovegrove, donc là j'étais contente. Je me suis dit, ah bah la table là, ça c'est chouette, on va dans une piste puis on va dans une autre. Bon, c'est toujours assez facile de lecture, c'est pas le thriller de l'année, mais en lecture détente, je trouvais que c'était le plus travaillé. Et c'est pas tant le personnage de Sherlock qui est important ici, hein, ou de Watson, c'est plus le travail sur les personnages, la figure du vampire un petit peu dedans et surtout le côté complotiste et le côté avec Van Helsing. Et ce qui est particulièrement déstabilisant, c'est que quand tu lis Dracula, forcément tu t'attaches plus aux personnages dits humains du texte. Et là en fait t'as des personnages que t'as toujours connus et dans toutes les réécritures a priori comme des personnages positifs qui vont l'être un petit peu moins. Et toujours dans la nuance, c'est-à-dire qu'à chaque fois tu vas dire oh c'est le méchant et en fait c'est plus compliqué que ça dans le complot par rapport à d'autres textes. Il y a très peu de world building, il y a très peu de travail sur Sherlock et tout, c'est plus une enquête qui vise un petit peu à déconstruire le texte de Dracula à l'origine, mais si vous aimez le texte de Dracula, je pense que ça peut être assez sympa de voir un peu comment l'auteur a contrebalancé ça. Et on va voyager aussi un petit peu en Transylvanie, sinon ça serait pas drôle. Donc voilà, Freya est montée sur la table, donc la caméra risque de bouger dans tous les sens. Tu dis bonjour? Tu restes ici? Madame a attrapé une petite tique. Le problème, c'est que j'arrive pas à l'enlever toute seule. Donc demain, nous allons aller chez
chez la pharmacie, puis je vais essayer de lui acheter une pince, parce que vous savez, c'est le problème des chats, quand ils ont le poil hyper long, tu vois pas quand ils en ont, et elle l'a en plus sur un endroit qui est un peu particulier, au-dessus de l'épaule, et je l'ai vue qu'il y a 2-3 jours, et c'est vrai qu'elle dort. Elle dort, et la malheureuse, bah, aujourd'hui c'est férié, donc la pharmacie était fermée, mais voilà, c'était le point frayade de la petite lecture pour ceux qui étaient intéressés. Donc je le recommande si vous avez aimé un petit peu le travail de Lovegrove. Je pense que celui-ci vous l'apprécierez encore plus, parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus abouti. Autant chez Lovegrove parfois je disais oh là là, c'est vraiment un peu de la parodie de Sherlock Holmes. Voilà, c'est de la réécriture et c'est le style, ça s'assume comme ceci. Là, ça l'est, mais en même temps, j'ai bien aimé tout ce qui était complot politique. Bon, c'est toujours... Brajon fait toujours des très très belles éditions. Voilà, avec... c'est sa collection un peu steampunk. Voilà, mais le livre est plutôt joli et tout ça. Bon, c'est écrit assez gros, ça se lit facilement. Pour les gens qui n'ont pas trop de budget, vous pouvez attendre la sortie poche, mais c'est vrai que c'est assez sympa à découvrir. Et en plus, c'était la période. Et ensuite, je vais vous présenter un livre gothique. J'ai très peu lu de livres gothiques dans ma vie. À part Frankenstein, Jane Eyre, voilà ce genre de texte, c'est un de mes objectifs pour l'année prochaine. Je connais pas mal tout ce qui est cliché de genre, je regarde pas mal de séries dans ce domaine-ci, mais à la fac j'avais pas eu la possibilité de suivre le cours sur le gothique, j'avais pris le cours sur le Seigneur des Anneaux, fallait faire un choix malheureusement. Et je vous présente donc un texte qui m'a plutôt plu. Je sais que j'ai eu des petits messages de gens qui ont été un petit peu déçus par la fin, qui étaient tirés par les cheveux. Oui, mais en fait en gothique, c'est un truc souvent c'est tiré par les cheveux, ça m'a pas étonné plus que ça. Donc je vous parle de Mexican Gothic. Et donc c'est de Silvia Moreno Garcia. C'est un texte qui va être adapté, je crois que sur Hulu prochainement. Je sais que les droits ont été achetés, et c'est vraiment en cours de... Ils sont déjà en train de chercher les acteurs et tout. C'est un texte qui m'a bien plu... dans ces thématiques, pour tout vous dire, j'ai trouvé que c'était assez bien fait. On suit donc, comment elle s'appelle, Noémie. Noémie, c'est une fille, alors c'est la fifi à papa. On est à Mexico et et face à cette fille, donc dans les années, je sais plus, on va dire dans les années 30, voilà, dans quand même à une époque où la femme, c'était pas ouf en termes de position sociale. Et elle profite de la vie. Elle a des amants, elle fume, elle conduit, c'est hasta la vista baby. Et c'est vrai que bah, elle vit une vie plutôt sympathique, même si quand elle rentre chez papa, c'est la fille assez sage, parce que bah voilà, papa il fait quand même attention à ce que sa fille se comporte bien, parce qu'elle vient quand même de la haute société. Tout va être bouleversé en fait du jour où son daron en fait va recevoir une lettre assez inquiétante de la cousine de Noémie. Sa cousine en fait, bah, elle a vécu avec elle, c'est un peu une sœur pour elle parce que ses parents sont morts, donc son père l'a adoptée, voilà. S'est marié quelques années auparavant à un sombre et jeune homme très séduisant qu'elle a rencontré, et ça a été l'amour fou direct, et qui l'emmène dans son manoir à quelques kilomètres, hein, je sais plus où, c'est les 50s, donc voilà, j'étais pas sur les années 30, c'était les années 50, et ils disent plus où c'est, mais c'est un peu éloigné de Mexico, et donc Noémie va partir voir sa cousine et voir son état de santé, parce que la lettre dit quand même je vais mourir, je vois des trucs chelous, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Donc elle se dit, bah, je vais aller sauver ma cousine. Sauf que quand elle arrive sur place, bah, on lui dit non, elle va très bien, c'est juste qu'elle développe, alors je sais plus, la tuberculose, elle est un peu malade, mais rien de psychiatriquement dérangeant, quoi, parce que le père est un peu en mode bah si elle va pas bien psychiatriquement, faut l'emmener en hôpital psychiatrique, et son mari lui dit bah non, en fait je veux pas qu'elle parte en hôpital psychiatrique. Et donc Noémie va se retrouver un peu piégée dans ce petit manoir, quoique charmant, hein, quand on fait la description un petit peu décrépite d'une famille très ancienne qui a travaillé dans les mines et qui a notamment exploité beaucoup le peuple mexicain, et on va donc suivre tout cela. Ce texte en fait il est assez intéressant parce que déjà bon, l'ambiance gothique j'aime beaucoup, hein, on retrouve un peu la maison un peu bizarre, voilà, ces voix dans les murs qui se disent oulala, est-ce que j'ai fumé ou pas, et le personnage de Noémie, alors qui a été pour moi un des points faibles du récit, parce que même si l'époque est super cool, en fait Noémie c'est tout ce que je déteste, on va dire, un peu dans les personnages féminins, c'est qu'elle est assez caricaturale, c'est-à-dire que là on va faire une femme extrêmement libérée, sensuelle et tout, mais un peu trop, tu vois, c'est vraiment, on est dans le cliché, et donc elle est, moi, un peu insupportée, parce que c'est pas le genre de personnage, on va dire, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est belle, intelligente, et en même temps elle est libre, voilà, elle a tout pour cocher, pour être la femme parfaite, tout sauf quelque chose en fait à cette époque-ci, c'est que Noémie est métisse, et c'est un
une thématique qui est, je trouve, une des thématiques les plus intéressantes du texte, c'est-à-dire qu'elle, sa mère est décédée, mais elle a la peau un peu plus sombre que sa cousine, et c'est vrai que quand elle arrive sur place, le patriarche de la famille, là où il y a le manoir, il se dit, où il sort des trucs un peu d'eugénisme, où t'es en mode, oh là là, celui-ci, il aurait bien pris l'avion pour l'Amérique du Sud après les années 60, et sur le coup, je me suis dit... Waouh, c'est sympa, ça change du cliché parce que souvent les romans gothiques, on est face à des jeunes filles très pâles, très blanches, et il n'y a pas du tout ces questions, on va dire, de représentation. Et dans le texte, là, on a vraiment une question sur l'eugénisme et la pureté du sang, voilà, si on peut s'exprimer comme ça. Et Noémie, en fait, qui est confrontée à ce racisme-là, et ça, c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de personnages qu'on rencontre, et je reste ici en termes de résumé parce que je vais vous laisser découvrir. C'est une histoire qui va peut-être être plus surprenante que vous pensez, notamment sur les manifestations un petit peu, on va dire, fantomatiques et tout. Moi, je m'étais fait un peu des films au début, c'est un petit peu différent. Il y a une histoire d'amour qui est assez belle. Il y a un jeune homme que j'ai beaucoup aimé dans le texte, hein, voilà, qui est assez renfermé avec des pulls en cardigan, qui regarde les montagnes comme ça. Il avait l'air charmant, le jeune homme, et qui est un peu c'est le frère en fait du mec du baron en fait sur place. J'ai trouvé certains points de la fin très intéressants sur le méchant et assez angoissant et tout ce qu'il en dit. En fait, il représente une idée assez angoissante et c'est assez bien réussi. Je pense que ce qui a un peu gêné les gens, c'est le truc tiré par les cheveux vis-à-vis de la justification, voilà, un peu scientifique du truc, où là tu te dis bon... Ok, mais en même temps, je pense qu'en série, ça va rendre super bien. Ça va rendre vraiment très bien parce qu'il va y avoir... Le texte est très esthétique, on le sent en fait à la lecture, sur les lieux, sur comment ça évolue. C'est vrai que la fin, ce qui est bizarre, c'est que le livre met beaucoup de temps à se mettre en place et la fin est assez précipitée. C'est souvent le cas en roman gothique. On est loin de Rebecca, voilà, c'est incomparable par rapport à Rebecca. Mais je trouve que en récit gothique qui change un petit peu de l'habitude, avec des thématiques, comme je vous dis, sur le racisme et notamment le traitement des Mexicains, notamment par les peuples européens qui se sont installés, c'est vraiment très chouette. Voilà, moi j'ai appris des trucs et tout, j'ai trouvé ça passionnant et très triste. Et c'est un texte qui... La cheminée s'est réveillée, il y a des monstres et des fantômes, hein, voilà. Mais c'est très triste et en même temps c'est assez intéressant. Et ça parle aussi de la condition un peu de la femme, du traitement de la femme et tout, voilà, qui est vraiment très ancré dans les années 50. Bref, c'est un texte que je vous recommande si vous n'êtes pas trop demandeur en termes de gothique. Si vous êtes des grands amateurs de gothique, je pense que ça peut être un peu, peut-être pas redite parce que la fin est un petit peu originale, mais surtout, voilà, c'est le genre de texte où il faut pas questionner non plus la science et sur la crédibilité, voilà. On reste quand même sur du fantastique, donc parfois, tout ce qui est question de crédibilité, c'est un peu difficile, mais s'il sort vraiment en série, j'aurais hâte de le voir, parce que je vous dis, il y a une esthétique, même les personnages ont un physique et tout qui est assez marquant, et ça, c'est assez beau. Puis il y a la question de la sensualité, de la sexualité, où j'ai oublié c'est ça. Il y a vraiment un truc, ah oui, ça fait en fait plus d'un mois que j'ai lu le bouquin. Il y a des scènes qui sont extrêmement dérangeantes, c'est ça que j'ai oublié de vous le dire. En tant que femme, donc tu es dans un point de vue interne de femme, tu te retrouves dans des situations, c'est horrible à lire parce que Noémie se retrouve dans des situations, elle peut pas bouger, voilà, et il y a des choses qui arrivent et je suis en mode, il y a des moments en fait, l'angoisse en fait, elle est aussi sur ces côtés-là, et donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais je trouve que c'était assez réussi, et franchement c'est pas que ça m'a fait peur, ça m'a mis hyper mal à l'aise. En fait, c'est plus ce gothique mal à l'aise où t'es en mode mon dieu, j'ai envie de me barrer de la maison, voilà, direct, que en mode oh mon dieu, j'ai peur. C'est plus le côté malsain. En fait, le texte est hyper malsain dans ce qu'il dit, et personnellement, moi j'aime bien ce genre de texte, donc voilà, ça a été plutôt une bonne lecture pour moi. Je sais que ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais en lecture détente en ce moment, voilà, ça m'a beaucoup plu. Freya s'installe sur mes jambes. Non, bah oui, mais oui, c'est vrai que c'est pas très confortable. Mais voilà, donc pour le coup, si vous êtes tenté, ça se lit très bien, ça fait 300 pages, un petit peu long à se mettre en place, mais ça fait le taf, et vraiment, il y a un truc assez marquant, et les thématiques que je vais pas pu toutes vous expliquer sont un peu pesantes. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.